Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Merci à vous d'être là et la FTE de m'avoir invité pour vous parler d'un sujet qui est souvent considéré comme difficile, qui est la réglementation anti-blanchiment et l'action qu'on doit avoir dans ce domaine. Alors, on va parler d'abord de la réglementation, qui est la base de l'action, des acteurs qui sont impliqués du côté public dans cette action, un petit regard sur les menaces et les risques, puisque une des tâches fondamentales du COLB que je préside, c'est de faire la liste, la description et d'établir des alertes sur les risques que l'on court dans ce domaine, et un regard sur ce qui vous concerne le plus directement, c'est-à-dire les bonnes pratiques à suivre par les trésoriers d'entreprise que vous êtes. Alors pour la réglementation, il y a trois niveaux, un niveau international, un niveau européen et un niveau français, puisque nous avons, comme dans beaucoup d'autres domaines, une superposition de normes. La réglementation internationale, c'est essentiellement les fameuses 40 recommandations établies, périodiquement révisées par le GAFI. Le GAFI, on va en parler tout à l'heure, c'est un groupe international logé à l'OCDE qui rassemble justement les experts de ce sujet, de la lutte anti-blanchiment et de la lutte contre le financement du terrorisme. Il établit donc ces 40 recommandations qui sont en fait un guide de bonnes pratiques qui est révisé périodiquement, et il a été tout récemment, il y a quelques mois, puisque la toute dernière version des 40 recommandations date de février dernier. À l'origine, ces recommandations étaient un texte plutôt informel. Elles ont été confirmées, légalisées par la Convention de New York pour la répression du financement du terrorisme en 2000, qui leur a donc donné un statut légal international, en a fait le standard de la communauté des nations en matière de lutte anti-blanchiment. Pour ce qui concerne le financement du terrorisme, il y a eu 9 recommandations supplémentaires qui ont été élaborées par la suite. On était donc à 49. En fait, dans la toute dernière version des 40 recommandations, on a recyclé, intégré ces recommandations spéciales sur le financement du terrorisme dans chacune des 40 recommandations de base. Ceci se complète par un projet de charte contre la corruption, et les acteurs du secteur privé ont participé en quelque sorte à cette réglementation internationale informelle, en édictant ensemble, il y a une douzaine d'années, les principes de Wolfsberg, par lesquels elles s'engagent à avoir, là encore, de bonnes pratiques en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et puis, bien sûr, le comité de Bâle, dont vous connaissez tous l'action, qui coordonne les banques centrales, coordonne aussi les recommandations sur le rôle de supervision des banques centrales dans ce domaine. D'ailleurs, vous avez peut-être vu que dans la discussion difficile qui est en cours sur le contrôle bancaire unifié au sein de la zone euro ou au sein de l'Europe à 27, la lutte contre le blanchiment est une tâche qui reste spécifiquement attribuée aux superviseurs nationaux, mais avec naturellement une coordination européenne renforcée. En dehors de ce texte sur l'union bancaire qui est en cours d'élaboration, les règles européennes actuelles correspondent à 3 grandes directives. Vous savez qu'une directive, c'est un texte cadre qui, contrairement à un règlement européen, n'est pas directement applicable en droit, mais qu'il faut transposer. Et donc, successivement, chacune de ces directives est transposée par des lois nationales françaises. Il y a eu 3 directives successives, en 1991, en 2001, en 2005, qui ont posé les grands principes de la lutte anti-blanchiment. Donc, elles définissent ce qu'est le délit de blanchiment, les peines qui sont applicables à ce délit. Elles précisent que le secret fiscal et le secret bancaire ne sont pas opposables, donc ne doivent pas empêcher l'action anti-blanchiment. Elle prévoit spécifiquement le cas de ce qu'on appelle les PPE, les personnes politiquement exposées, c'est-à-dire celles qui, à l'étranger, détiennent des fonctions qui peuvent les amener à être impliquées dans des opérations de blanchiment et que donc il faut regarder de près. Et elle pose aussi la possibilité de gel des avoirs suspects. Ces directives ont été réformées par la 3e directive, donc celle qui est en cours d'application maintenant, en France et dans les autres pays européens.
cette directive étend le dispositif de lutte anti-blanchiment bien au-delà des professions financières, à toute une série de professions juridiques et de professions du chiffre, comme les experts comptables, les notaires, les avocats. Elle impose une déclaration de soupçon pour toute infraction punie d'au moins 1 an de prison, ce qui couvre le cas de la fraude fiscale, et c'est évidemment une nouveauté importante. Elle a une autre caractéristique très importante, c'est qu'elle prévoit que le degré de vigilance doit être modulé selon le risque de chaque opération. Et donc, il y a la surveillance ordinaire, mais dans un certain nombre de cas, la surveillance doit a priori être renforcée, ou dans d'autres cas, elle peut être allégée en fonction du risque. Nous en sommes maintenant à la préparation de la 4e directive. Il y aura une première mouture très prochainement, début 2013, qui sera déposée par la Commission européenne. Dans tous les cas, ces règles européennes s'inscrivent dans le cadre du GAFI. Elles sont déjà largement une transposition des principes discutés en commun au GAFI, et elles tiendront compte donc des nouvelles orientations. Oui, j'aurais dû vous afficher ça, excusez-moi, des nouvelles orientations du GAFI que nous allons voir ici. Les principales nouveautés de la révision qui est en cours à l'échelon international, donc au GAFI, c'est qu'on va renforcer encore cette approche par les risques que je viens d'évoquer, donc une modulation du degré, de l'intensité du contrôle. La fraude fiscale sera incluse encore plus clairement dans les standards de la lutte anti-blanchiment. Le financement de la prolifération nucléaire, qui n'est pas spécifiquement visé, puisqu'on parle du financement du terrorisme, c'est pas très loin, mais enfin, ce sera plus précis là-dessus aussi. Et puis, en ce qui concerne les PPE, dont je vous parlais tout à l'heure, les personnes politiquement exposées, pour l'instant, la vigilance spéciale s'applique aux PPE étrangères. Ce sera étendu à celles du propre pays de chacun des participants. Les débats, donc, sont en cours pour ces nouvelles orientations et pour l'élaboration de la 4e directive européenne. Au-delà du cadre réglementaire, le GAFI procède très régulièrement à une évaluation des politiques menées par chaque pays, et cette évaluation de leur efficacité sera plus systématique. Pour ce qui concerne les règles françaises, il y a une douzaine de lois qui sont codifiées maintenant essentiellement au sein du Code monétaire et financier. C'est le livre 5 du Code monétaire et financier, titre 6, mais on trouve aussi des textes dans le Code pénal, dans le Code général des impôts, dans le Code des douanes. La loi de transposition de la 3e directive européenne, qui forme les articles 561 et suivants et 562 pour le gel des avoirs du Code monétaire et financier, précise toute une série de choses: les restrictions au paiement en liquide, l'obligation de vigilance, c'est-à-dire la nécessité de connaître l'identité du déposant et de la personne qui retire des fonds dès le premier euro, sauf les chèques ou virements non pas supérieurs mais inférieurs à 8 000 € tirés sur une banque française située en France. Ces textes précisent aussi la vigilance renforcée qui est demandée pour les opérations atypiques. C'est une notion très importante en matière de blanchiment. Une opération atypique, c'est une opération importante, complexe et ou inhabituelle, qui doivent à ce moment-là déclencher une vigilance et éventuellement une déclaration de soupçon. Et les acteurs sont appelés à établir l'origine et la destination des fonds qu'ils traitent et à conserver un dossier pendant 5 ans. En cas de suspicion légitime, il faut faire une déclaration de soupçon à Tracfin. Vous allez entendre tout à l'heure le responsable de Tracfin qui va vous parler du traitement qui est fait de ces déclarations de soupçon. Mais ces déclarations peuvent être faites très largement puisqu'il n'y a besoin d'aucune habilitation spéciale. Toute personne qui a connaissance de faits de blanchiment peut être appelée à les déclarer à Tracfin. Alors évidemment, avec des procédures organisées dans les banques, on passe généralement par le contrôleur de la conformité, mais toute personne qui a une suspicion légitime peut être amenée à établir une déclaration de soupçon. Et puis, les textes français précisent également les possibilités de gel pendant 6 mois des avoirs des personnes liées au terrorisme, qu'elles soient physiques ou morales. Alors, les acteurs de cette lutte contre le blanchiment, je vous ai parlé du GAFI
qui est donc cet organisme créé à l'origine par le G7, c'est-à-dire par le rassemblement des grands pays industriels, il y a déjà 23 ans. Il est hébergé à l'OCDE, mais sans être un organe de l'OCDE. C'est un organe en fait informel, et il a 36 membres, parmi lesquels la Russie, ce qui est intéressant sur ce sujet, l'Afrique du Sud, le Mexique, donc vous voyez un certain nombre de pays émergents, et la Chine depuis 2009. Le GAFI a aussi des organismes régionaux, continentaux, si vous voulez, qui couvrent les autres pays qui ne sont pas spécifiquement parmi les 36 membres. Ce que fait le GAFI, c'est produire des normes. Donc, il met par exemple à jour périodiquement une liste des pays jugés non coopératifs, établit une liste des pays sous surveillance, et ces listes sont régulièrement révisées. Et vous comprenez bien que le simple fait de figurer sur la liste n'est pas très agréable pour les pays qui y sont, et ça exerce donc une pression morale assez forte sur eux. Je vous ai parlé des 40 recommandations qui sont donc le principal travail parajuridique du GAFI, ces standards internationaux de la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le terrorisme. Et puis, au-delà des recommandations, il établit aussi des guides de bonnes pratiques à suivre dans ce domaine. Ceci est complété par un processus robuste d'évaluation par les pairs, ce qui permet de mettre en œuvre ce que les anglo-saxons appellent le peer pressure, c'est-à-dire le jugement des uns sur les autres, qui fait qu'on a envie de se conformer pour que l'ensemble des autres participants ne vous regardent pas d'un air bizarre. Donc c'est un processus d'évaluation successivement de chaque pays par les autres, un processus très complet, très détaillé, avec des critères très précis, et qui est quand même assez dissuasif parce que on ne peut pas prononcer des condamnations et les faire exécuter au GAFI, mais on peut, comme le disent là encore les anglo-saxons, name and shame, et cette pression morale suffit la plupart du temps largement. Il y a d'autres acteurs internationaux à côté du GAFI, notamment le Forum de stabilité financière, qui établit les règles générales en matière prudentielle, mais y compris, bien sûr, ce qui concerne la surveillance des risques de dérapage en matière de blanchiment. Un certain nombre de comités touchant davantage à la sécurité, comme le Comité contre le terrorisme, le Centre de prévention internationale du crime, et puis, bien sûr, interviennent sur ces sujets la Direction générale marché de la Commission européenne et le Comité de Bâle, auquel j'ai déjà fait allusion tout à l'heure. Sur le plan franco-français, les acteurs principaux sont le Trésor, Tracfin et le Colb. En ce qui concerne la Direction générale du Trésor, c'est elle qui est chargée d'élaborer les lois et règlements en matière de régulation des marchés et de financement de l'économie. C'est elle aussi qui est chargée directement des négociations financières internationales. Elle a un bureau, Multicom 3, qui est chargé spécifiquement de la criminalité financière et des sanctions. Pardon. Et qui donc s'occupe notamment de traiter avec le GAFI, d'animer la délégation française et de l'ensemble des négociations internationales sur le blanchiment, qui prépare les textes, qui met en œuvre la politique des sanctions financières et qui également contrôle les investissements étrangers en France. Tracfin va avoir la parole dans un instant, donc je laisse cet organisme essentiel, puisque c'est lui qui reçoit les déclarations de soupçons et qui gère concrètement la lutte contre le blanchiment. Donc il se présentera lui-même. Et puis pour ce qui concerne le Colb, que j'ai l'honneur de présider, c'est un organisme assez récent, puisqu'il a été créé il y a un peu moins de 3 ans. Il rassemble les services de l'État, les administrations concernées par la lutte contre le blanchiment, donc bien sûr le Trésor, les douanes, la DGCCRF, etc., les services du ministère de la Justice, qu'il s'agisse de la direction des affaires civiles ou de la direction des affaires criminelles, la police, la gendarmerie, etc. Mais il comporte aussi en son sein toutes les professions qui sont concernées par la lutte anti-blanchiment. Et une de ses tâches principales, c'est justement de dialoguer avec les professions, de coordonner l'action de chacune en matière de lutte contre le blanchiment et de proposer des améliorations quand il le faut. Un autre rôle important du Colb, c'est d'établir le rapport sur les menaces.
Le rapport sur les menaces, c'est un texte qui est établi et publié périodiquement, tous les 2 ans en fait, et qui donc montre quels sont les risques dans une série de situations. Donc, il a été publié pour la première fois en juin de l'an dernier. Il est accessible en ligne depuis décembre dernier et il sera mis à jour tous les 2 ans. Dans ce rapport, vous voyez l'identification des principaux secteurs sensibles de notre économie, secteur financier, commerce du luxe, marché de l'art, les jeux et l'immobilier. Vous trouvez dans le rapport une synthèse et une typologie des risques avec des exemples précis partout où cela est possible. Alors c'est un exercice qui est assez compliqué à faire parce qu'on ne veut pas non plus donner aux malfrats trop de recettes sur la manière de tourner les textes et de faire du blanchiment. Donc les descriptions sont parfois volontairement pas trop précises ou pas trop détaillées, mais enfin, dans toute la mesure du possible, on y trouve les exemples de ce qu'il faut surveiller. Ce qui est très difficile à faire et qu'on n'est pas parvenu à faire pour le moment, c'est à chiffrer le volume des opérations. C'est une demande récurrente du Parlement, mais par définition, s'agissant d'opérations frauduleuses, elles sont cachées. Et donc, encore plus quand c'est le financement du terrorisme, et même en matière de blanchiment simple, c'est très difficile d'avoir des chiffres précis. On sait que ça a une certaine importance, et il est clair qu'on ne peut pas se borner à faire le total des affaires qui ont été appréhendées, parce qu'il y en a probablement un certain nombre qui, malheureusement, ne le sont pas. Sur les exemples de menaces, nous mettons dans ce rapport particulièrement en lumière les dossiers de blanchiment complexes. Très souvent, lorsqu'il y a des montages frauduleux, on va bâtir une multiplicité de structures, des trust funds, des intermédiaires en cascade, qui sont souvent logés dans des centres offshore et donc évidemment plus difficiles à contrôler. Un autre sujet de souci, c'est le développement de nouveaux supports risqués, et notamment le porte-monnaie électronique qui permet des paiements en liquide sans liquide, en quelque sorte. Les paiements en ligne posent également des problèmes nouveaux. Les activités dans certaines zones frontalières où la circulation de part et d'autre de la frontière de fonds est évidemment beaucoup plus facile posent aussi des problèmes. Donc en Savoie, dans le Jura, en Côte d'Azur, sur les frontières proches de la Suisse et de l'Italie et sans doute aussi du Luxembourg, il y a des problèmes à surveiller. Et puis, bien sûr, les liens avec le trafic de stupéfiants, avec la criminalité en général, sont évidents. J'appelle votre attention sur le fait, ça ne vous concerne pas directement, parce que vous êtes des trésoriers d'entreprise, mais que le laxisme, la négligence, voire la fraude en matière de blanchiment a coûté très cher à plusieurs banques. Dans ce slide ici, cité le cas d'HSBC, qui est récent et bien connu. 1,5 milliard de provisions en quelques mois pour les amendes qu'ils vont devoir subir pour n'avoir pas été suffisamment vigilants en matière de blanchiment. Ça impressionne quand même, et c'est loin d'être le seul cas. Il y a plusieurs autres cas récents dans le secteur de la banque et de l'assurance, qui est pourtant un de ceux où la lutte contre le blanchiment est poursuivie, mise en place, coordonnée depuis le plus longtemps. Ça montre bien que les menaces sont réelles. Toujours au titre de ces menaces et de ces risques, un mot de l'évaluation de la France par le GAFI qui a été achevé en février de l'an dernier. Je vous ai dit qu'une des tâches du GAFI, c'était d'examiner périodiquement, faire examiner par les pairs la politique de chaque pays et les résultats dans chaque domaine. Les résultats de la France en matière de lutte contre le blanchiment ont été jugés comme bons. On est parmi les pays les mieux classés dans ce domaine, mais il y a un certain nombre de défaillances identifiées et précisées, et donc le name and shame porte sur les quelques points que vous voyez ici sur l'écran. Le faible nombre relativement de poursuites pour infraction de blanchiment est montré du doigt. Les moyens insuffisants de la justice, c'est un problème général, mais qui existe aussi en matière de lutte contre le blanchiment. La faiblesse des sanctions à l'égard des personnes morales, c'est un des points les plus difficiles, effectivement, de la lutte contre le blanchiment. Le manque d'efficacité des procédures de saisie et de confiscation, ce qui rejoint de nouveau la question des moyens. Vous allez voir dans un instant que les moyens du GAFI, par exemple, sont quand même malheureusement limités.
la défaillance de certaines des vigilances à l'égard de PPE, et enfin, et peut-être surtout, c'est un des problèmes sérieux que nous avons, la faible conformité des professions non financières assujetties. Certaines professions financières sont très actives dans la lutte anti-blanchiment, d'autres ont du mal à s'y mettre, parfois sont même réticentes à s'y mettre, et donc c'est un point qui a aussi été pointé par le GAFI. Pour terminer, un mot rapide sur les bonnes pratiques à suivre par les trésoriers d'entreprise que vous êtes. Sans être directement concernés par la législation sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, vous faites des opérations qui automatiquement passent par une institution financière qui, elle, est assujettie. Et si vous ne lui donnez pas les informations dont elle a besoin, vous créez évidemment un problème. Donc il faut informer le plus complètement possible votre intermédiaire financier sur toutes les opérations que vous faites. Alors bien entendu, les règlements en liquide sont à éviter systématiquement. Il faut toujours avoir à l'esprit le principe de base de connaître ses partenaires, ça paraît évident. Know your customer, c'est la règle fondamentale en matière de blanchiment. Il faut connaître non seulement ses clients, c'est-à-dire avoir une idée précise, pas seulement du nom, mais de qui est exactement la personne, quelles sont ses activités. Mais en plus, il faut que chaque transaction soit fondée sur un motif économique valable. On ne fait pas des règlements dans la nature sans savoir pourquoi. Les règlements doivent être causés et on doit en avoir une idée précise. S'assurer de l'origine des fonds encaissés, là aussi, ça paraît aller de soi, mais ça va quand même encore mieux en le disant. Et puis, faire attention au fait que le GAFI, je vous l'ai dit tout à l'heure, établit des listes noires ou gris foncé. Il y a actuellement 2 pays en liste vraiment noire qui sont, sans surprise, l'Iran et la Corée du Nord. Donc là, non seulement ils sont blacklistés, mais il y a des contre-mesures qui sont mises en place. Mais il y a 31 pays qui sont sous surveillance spéciale. Et donc vous avez la liste ici qui va de l'Angola au Vietnam en passant par des pays quand même proches de nous, comme la Grèce, le Maroc, la Turquie, etc. Donc voilà un certain nombre de points sur lesquels on peut appeler votre vigilance particulière en tant que trésorier d'entreprise. Merci beaucoup.